Bonjour, bienvenue sur le podcast de la Réflexiothèque. Je suis Gwenaëlle, l'accompagnante de votre base arrière, et je vous présente Mission Famille, mon podcast sur la gestion de l'absence pour les familles de militaires. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode de Mission Famille. Je suis toujours ravie de vous retrouver, et j'espère que vous aussi. Alors, on en parle de ce départ ? Moi, juste le fait de vous le dire comme ça, j'ai des images qui me reviennent de nos au revoir. Je crois qu'on garde une trace des émotions fortes et j'ai une trace toujours de cette émotion-là. C'est une porte qui se ferme ou l'avion qui décolle et on sent que ça y est, on y est, il est parti. C'est pas une fin, mais le début d'un processus et on a l'impression que ça va être très long, très très long. C'est pourtant une nouvelle étape du cycle qui commence, la phase 3, souvenez-vous. Dite de désordre émotionnel. Ce nom n'augure rien de bon, on est bien d'accord. C'est la réalité de l'absence, celle qu'on ressent dans notre ventre, celle qui coule par nos yeux, c'est le vide laissé par notre amoureux. On sait qu'on va traverser des montagnes russes maintenant, mais qu'au-delà du sentiment d'abandon et de la tristesse, il va falloir qu'on rentre progressivement dans notre mode mission. On va parler des effets indésirables de ce traitement à base d'absentéine. Faisons plus précisément un point ensemble sur 2 de ces effets, car la phase 3 est une phase, oui, et elle doit le rester. Mais elle peut quand même laisser apparaître notamment des symptômes dépressifs. On va parler ici de la symptomatologie de la dépression, mais pas du trouble dépressif, qui lui s'installe dans le temps et est une vraie maladie. Pour ce qui nous concerne, les symptômes apparaissent en réaction au départ, dans le contexte de la mission et de l'absence, et devraient peu à peu laisser place à une stabilisation pour la suite de la mission. Les manifestations de cette tornade émotionnelle peuvent toucher 4 sphères, individuellement ou simultanément. La première, c'est la forme globale, avec beaucoup de fatigue, de l'apathie et un sentiment de vide. La deuxième, c'est notre vie affective, avec une hypersensibilité, des changements d'humeur, la sensation de fonctionner au ralenti, un sentiment d'abandon, des problèmes dans les relations et le contact avec les autres, et parfois une incapacité à ressentir du plaisir. Clairement, ce qui habituellement nous faisait du bien n'en fait plus ou moins. La troisième sphère, c'est le fonctionnement interne, avec un mode de pensée qui va entretenir la souffrance. Exemple, le pessimisme, la dramatisation, ou ce qu'on pourrait appeler des filtres, des biais, des distorsions cognitives, comme lorsqu'on ne retient que le négatif, ou alors quand on voit le monde en noir ou en blanc, sans nuance, on peut aussi avoir du mal à se concentrer ou à mémoriser. En bout de liste, 4e manifestation qui touche la sphère corporelle, avec des troubles du sommeil, la fameuse insomnie, des tensions musculaires, de la fatigue, des maux de tête, la liste est longue. Ce qui nous intéresse en dressant cette liste, c'est de nous en servir pour nous observer et surveiller ce qui change dans notre état suite au départ. Notre but, ça va être de trouver des solutions, d'agir plutôt que de nous négliger ou de faire comme si tout allait s'arranger tout seul. Je vous propose une petite histoire, mais je suis sûre que vous l'avez déjà entendue. Imaginez-vous dans cette situation. Vous êtes en avion avec votre enfant. Il y a de grosses perturbations sur le vol, des trous d'air, et d'un coup, les masques à oxygène tombent devant vous. Un message d'alerte retentit, vous invitant à les enfiler en urgence. À qui allez-vous mettre le masque en premier ? Votre enfant ou vous-même ? La réponse, c'était vous. Ça paraît évident en le disant, mais c'est une fois équipé en oxygène que vous serez plus efficace pour aider votre enfant. Cette histoire illustre l'importance de prendre soin de soi. Cette attention apportée à votre état, à votre santé, est primordiale. Faites-le pour vous et faites-le pour ceux qui vous entourent, petits ou grands. D'ailleurs, les enfants peuvent aussi montrer des symptômes dépressifs. Ils sont plus difficiles à reconnaître car ils apparaissent parfois par à-coups et se manifestent par des comportements qui peuvent être mal interprétés comme l'hyperactivité ou de l'agressivité. On pourrait détecter des changements dans son comportement à l'école ou dans son club de sport vis-à-vis de ses camarades. Avec sa fratrie, les rapports peuvent également se tendre. Et tout ça pourrait avoir des conséquences aussi sur ses performances scolaires. Je rappelle toujours qu'un enfant peut être fortement influencé par la réaction du parent qui reste et dont il est témoin.
D'où encore l'importance du soin que vous vous porterez. Le principal à retenir, c'est que si cette phase existe, elle n'est pas un passage obligé. Elle a une durée variable d'un individu à un autre, elle peut être difficile et nous déstabiliser en atteignant notre forme physique, notre manière de fonctionner au quotidien, comme on l'a vu. Le fait de savoir qu'elle existe ne vous permettra peut-être pas d'y échapper, mais ça nous invite déjà à rationaliser en mettant un mot dessus et en portant notre attention sur notre état. Pourtant, à un moment, comme je vous le disais, il va falloir passer au-dessus. Essayons ensemble de l'imaginer comme une grande vague. On est là, on a de l'eau jusqu'à la taille et on voit arriver au large une vague. On sait qu'on n'aura pas le temps de courir vers le rivage et qu'on ne peut pas y résister. Il va falloir se préparer à son passage. Alors, on peut se boucher le nez, prendre une grande inspiration, se retourner ou pas, et se tenir prêt à plier les jambes pour plonger la tête sous l'eau dès qu'elle arrive. Évidemment, une fois sous l'eau, c'est pas très confortable. On respire plus, on maintient notre position pour pas se faire balayer ni entraîner dans le courant, et on attend qu'une chose, remonter à la surface. Une fois la vague passée, on projette notre tête dans un grand élan, hors de l'eau, et on respire à plein poumon. La vague est derrière, elle s'abat sur la plage, et nous, on peut nager vers un endroit plus calme et continuer notre nage vers le phare. Le but est là, voir arriver la vague, l'anticiper et accepter un peu d'inconfort car on sait qu'elle est temporaire et que la vague ne nous happera pas. Alors, autorisez-vous à traverser cette étape sans vous juger. Soyez convaincus de 2 choses. Vous êtes beaucoup plus forte que ce que vous croyez et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez toujours pu compter sur vous, alors traitez-vous avec douceur. Prenez soin de vous comme vous le feriez d'une amie. Soyez attentifs à vos enfants, soutenez-les, eux aussi peuvent passer la vague. Sans couler, sans peur, montrez-leur comment on fait et serrez-vous les coudes. C'est dans les moments difficiles aussi qu'on se construit une famille et votre mission famille. Cette étape sera dépassée en maximum 2 à 3 semaines. Vous vous connaissez en général. On sent quand on est sur la mauvaise pente et c'est là qu'il faut réagir. Dans certains cas, ça peut être aussi une bonne solution de se faire aider. C'est être adulte et parent que de savoir dire quand on a besoin d'un coup de main. Observez-vous, observez vos enfants et n'ayez pas peur de consulter, d'en parler avec un professionnel si vous sentez que c'est trop difficile. Le contexte de la mission peut vous apprendre beaucoup et en accélérer sur votre personnalité et comment prendre soin de vous. Elle peut être un moyen unique de travailler sur vos forces, en famille et individuellement, sur vos besoins et vous permettra peut-être de mieux vous connaître, vous-même et votre famille tout entière. Passons maintenant à un autre effet et pas des moindres. Parlons du très diabolisé stress. Ah, le stress. On pourrait commencer par le décortiquer un peu lui aussi. J'ai découvert le travail de Sonia Lupien, qui est docteure en neurosciences et qui dirige le centre d'études sur le stress humain. J'ai aimé son idée de comparer le stress à un mammouth, une espèce de gros machin qui occupe l'espace et qui, si on n'y fait pas attention, aura vite fait de tout casser autour de lui. Le stress, c'est une réponse pourtant naturelle et nécessaire dans pas mal de situations. On le voit souvent de manière extrêmement péjorative et pourtant, il est bien utile le stress. Avant un examen, un entretien d'embauche, il augmente notre attention. Il nous rend plus attentifs aux détails. C'est un ingrédient comme un autre dans nos vies. Le stress sert à apprendre de ses expériences et nous a permis de survivre à des bêtes féroces depuis la nuit des temps. Alors oui, c'est clair, aujourd'hui, il n'y a plus de mammouth, mais pourtant on continue de stresser. En fait, votre organisme perçoit quelque chose de stressant et il va déclencher des réactions biologiques, notamment une décharge de cortisol et d'adrénaline. Rien de mal là-dedans, car votre cerveau est fait pour détecter les menaces. C'est son boulot. Et jusqu'à aujourd'hui, ça nous a plutôt bien réussi. Votre corps se met en mode stress pour vous préparer en fait à 2 actions possibles. Fuir ou combattre. Dans les 2 cas, vous aurez de toute façon besoin d'énergie, qu'il s'agisse de fuir le mammouth ou de le tuer. Vous avez déjà entendu parler du cortisol. Il est perçu comme une mauvaise hormone, mais pourtant vous en sécrétez toute la journée, en plus grande quantité le matin et à son minimum en fin de journée. Là où le stress arrête d'être un simple outil de notre corps pour être plus alerte, réagir, bien anticiper ou nous concentrer, c'est quand le stress s'installe dans le temps,
lorsqu'il s'installe dans votre quotidien et qu'il devient chronique. Car le cortisol, il faut que le corps en fasse quelque chose. Et une autre bonne image pour se le représenter, c'est de se dire qu'il est une clé qui cherche sa serrure. Sa serrure, c'est ce qui va permettre de purger l'excès en l'utilisant concrètement dans une action, un geste ou pour prendre une direction, fuir, combattre. Si c'est un ours au milieu de votre chemin, la serrure, ce sera de fuir. Vos jambes vont recevoir le message « cours » et vous allez courir. Dans nos vies d'épouses de militaires, un départ en mission, selon les situations, selon notre niveau de forme, selon l'image qu'on se fait de nous-mêmes et de notre capacité à gérer, ça ne sera pas du tout vécu de la même façon. Donc, on n'est pas à l'abri de recevoir une grosse dose de stress et de devoir s'en occuper et de lui trouver un exutoire. Les recherches scientifiques ont montré qu'il existe 4 caractéristiques d'une situation qui mène à une production élevée d'hormones de stress. Le docteur Lupien les a rassemblées sous la forme d'une recette qu'elle appelle ciné, C-I-N-E. En gros, le stress, c'est du ciné. C pour contrôle faible, on a le sentiment de ne pas contrôler ce qui arrive. I pour imprévisibilité, on n'a pas prévu ce qui advient. N comme nouveauté, on n'a pas l'expérience de la situation. Et E comme égo menacé, dans le sens où on sent que l'événement ou quelqu'un met en doute nos capacités. Ces 4 ingrédients ne sont pas nécessairement présents tous ensemble, mais ils peuvent se cumuler. Et dans ce cas, plus il y en a, plus c'est difficile de lutter. Apprivoiser le mammouth, lui apprendre à ne pas tout casser, dérégler, va nous demander du temps. En plus, on le sait, il y a des tempéraments plus ou moins anxieux, mais même nous, un individu égale un stress et quelquefois une situation égale un stress qui n'était pas le même la fois précédente. Il y a des situations que vous gérez comme un chef. Il y a une mission qui s'est super bien passée, mais il suffira d'un théâtre d'opération différent, d'une difficulté imprévue à la maison à gérer toute seule, ou d'un lien difficile à entretenir à cause de problèmes de réseau, et votre résistance au stress sera complètement différente. On sait aussi qu'on a tendance à mettre en place des stratégies pour gérer notre stress. Alors, certaines sont efficaces, d'autres moins, en tout cas pas sur le long terme. On va prendre un exemple. Il y a une personne à votre travail que vous n'appréciez pas. Le contact avec elle vous stresse. Alors vous pouvez décider un matin de l'éviter toute la journée. Le premier jour, ça passe. Mais si l'éviter au quotidien devient votre seule stratégie, cette solution deviendra elle-même source de stress. Il va vous falloir imaginer un plan B, et peut-être même un plan C, pour apprendre à gérer votre relation avec cette personne. On peut aussi rebondir sur l'acronyme ciné de la lettre C pour contrôle. C'est vrai, on n'a pas toujours le contrôle sur une mission. Elle n'était pas prévue, ou alors elle arrive très vite après la précédente. On peut se taper la tête sur ce constat de manière frénétique, ou bien essayer de retrouver ce sur quoi on a du contrôle. Et on va focaliser notre attention sur ça. Ok, vous n'avez pas décidé de la date, mais vous pouvez décider de quoi seront faits les 4 mois où vous serez seul. Vous pouvez décider du lieu des vacances que le militaire manquera. Vous pouvez aussi décider des activités ou d'un objectif à atteindre pour le retour. Plus je suis dans l'idée que je contrôle les choses, que je peux influer dessus, moins je suis stressée. Et la prochaine fois que vous vous sentez aux prises avec le stress, pensez à ce que vous avez sous votre contrôle, reprenez le pouvoir et trouvez votre serrure. Pour terminer cet épisode, on va voir ensemble 6 principes simples de gestion du stress. Le premier, je le résumerai comme ça, c'est « les mots sont importants ». Essayez de rester objectif et éviter les exagérations et schémas négatifs. Écoutez-vous parler et voyez un peu l'effet de ce que vous vous répétez. Est-ce que ça vous aide ? Est-ce que ça vous rend le contrôle sur la situation ou est-ce que ce que vous vous racontez vous appuie la tête dans le seau ? Aujourd'hui, on essaye de nous apprendre comment notre cerveau fonctionne. Il y a quelques années, je me souviens d'une émission appelée « Le pouvoir extraordinaire de votre cerveau ». La première pensée que j'ai eue, c'était « si seulement il faisait une émission sur nos limites, que tout le monde arrête de croire à ces âneries ». On a tous aussi déjà entendu un tas de phrases toutes faites qui entretiennent le mythe. Votre cerveau est extraordinaire, vous ne l'utilisez qu'à 10%. Ça ne nous rend pas service. J'aimerais tellement qu'un jour une émission soit consacrée à démonter toutes ces croyances. Parce que la vérité, c'est que votre cerveau, il aime les raccourcis. Il est feignant. Il bosse en circuit court car il veut prendre des décisions rapidement et réfléchir lui coûte énormément. On est biaisé. On se raconte n'importe quoi la plupart du temps.
on devrait moins faire confiance à tout ce que notre cerveau construit comme histoire sur la réalité. Dans les épreuves d'ailleurs, c'est parfois là où on est les pires. On se diagnostique, on se juge, on se dévalorise. D'ailleurs, moi, j'ai un truc personnel pour gérer mes petits discours intérieurs. J'appelle ma petite voix mon hamster. Et quand je commence à voir tout en noir, à imaginer le pire, à interpréter des choses alors que j'ai pas suffisamment d'éléments pour juger, je m'imagine un petit hamster dans un coin de mon cerveau, en train de courir comme un fou dans sa roue, complètement à bout de souffle. Je le vois se donner du mal pour me saper le moral, et toutes ces petites phrases, je les vois qui sortent de sa bouche. La roue tourne et il est là, à s'acharner dans le vide, à faire tourner sa roue vers rien, et je me dis qu'il se dépasse vraiment pour alimenter mon mal-être. Il y met tout son cœur pour me couper de mon pouvoir, de ma capacité d'agir et de reprendre le contrôle. En fait, à travers ce petit hamster, je personnalise cette tendance à me parler négativement et à me stresser toute seule. Souvent, ça m'aide, ça me fait sourire et ça me permet aussi de faire un pas de côté et de me reprendre. Alors, essayez de faire un pas de côté et écoutez-vous parler. N'alimentez pas votre cerveau en lui répétant que c'est insupportable, parce que la réalité, c'est que vous êtes bien en train de le supporter. Essayez de rationaliser, vous n'êtes pas face à un mammouth, et ruminer tous les problèmes qui pourraient advenir ne va ni les empêcher, ni les prévenir. Alors, prenez les choses dans l'ordre. Vous avez la barre de votre bateau mental, c'est déjà ça. Ne vous laissez pas chavirer, acceptez le sens du courant et servez-vous de lui pour gonfler les voiles. Vous pouvez aussi demander ou aller chercher du soutien. Rapprochez-vous des autres, d'une association, rencontrez d'autres conjoints de militaires qui partagent votre vécu. Je ne sais pas, trouvez un forum ou un groupe sur un réseau qui vous ressemble. D'ailleurs, si vous avez la possibilité de voir des proches, parce qu'ils sont pas loin ou vous pouvez vous déplacer, faites-le. Passer du temps avec les autres peut vous permettre de vous décentrer de vos pensées. Faites escale de vos ruminations, écoutez les autres, intéressez-vous à eux. Ensuite, vous pouvez essayer, et ça paraît facile mais ça ne l'est pas forcément, d'accueillir et d'apprécier vraiment le positif. Le cerveau, encore lui, est calibré pour accorder beaucoup plus d'importance aux événements négatifs. D'ailleurs, il y consacre beaucoup plus d'efforts, donc logiquement, il s'en souvient plus et même en priorité. On appelle ça le biais de négativité. Si vous ne connaissez pas cette tendance, je vous assure qu'elle est parfaitement naturelle et je suis presque sûre de ne pas me tromper en imaginant que vous vous laissez avoir par ce biais très souvent. Quand vous avez l'impression de toujours vous prendre le feu rouge, quand au milieu de 10 compliments, votre copine vous a fait remarquer un petit détail minuscule à corriger, c'est ce détail que vous retiendrez. C'est bien de savoir que ce biais existe, alors soyez-y attentifs, méfiez-vous de cette manie et apprenez à porter votre attention sur le positif. D'ailleurs, je vais dire un truc un peu évident, mais vous avez le droit d'être heureuse pendant la mission. Vous avez le droit de passer des bons moments avec vos enfants. C'est pas parce que tout le monde vous répète que lui ne pourrait pas, que vous n'en êtes pas capable. Après tout, une femme de militaire est capable de gérer l'absence simplement lorsqu'elle se retrouve mise à l'épreuve. Alors Martine de la compta qui vous dit que elle n'y arriverait pas, n'aura tout simplement jamais l'occasion de développer cette compétence. Et si on essayait aussi de se coacher? Parce que le stress, on l'a vu, c'est de l'énergie. Alors avant le mammouth, on se dégageait du stress qui nous provoquait en courant ou en le tuant. Combat, fuite. On l'a vu, le stress, c'est une réponse normale de notre organisme qui se met en alerte. En fait, il se prépare à ce qu'on mobilise notre énergie. Focalisez-la sur quelque chose. Utilisez votre corps et allez me dépenser cette énergie. Bougez, sortez, courez, faites du vélo, marchez, ce que vous voulez. Pour les grands et les petits, une bonne hygiène de vie, c'est un moyen très adapté de combattre le stress. Vous pouvez aussi penser présence. Alors, je vous arrête tout de suite. Ça n'a rien à voir avec une technique New Age. Soyez présent à ce que vous faites. Faites l'exercice et vous verrez. Essayez d'être juste parfaitement dans l'instant et concentrez-vous sur vos sensations physiques. Respirer, éplucher une carotte, manger une pomme, marcher vers l'école, tout est faisable en pleine conscience, du moment qu'on s'autorise à faire une pause et à se consacrer son attention. Et si vos pensées divaguent, eh bien notez-le et revenez à la carotte, à la pulpe de la pomme, à vos pieds sur le béton ou au bruit de la ville. Pas besoin de se transformer en moine bouddhiste, je vous le garantis, pour être présent à ce qu'on fait. Et là, je vais prendre un exemple qui me touche particulièrement. Mon dernier principe, c'est la marche dans la nature.
Lorsque vous marchez dans la forêt ou dans un espace naturel comme un parc, vous n'êtes pas totalement absorbé par les stimuli qu'on pourrait rencontrer en ville. Mais vous n'êtes pas non plus totalement pris dans vos pensées, car la marche, l'espace et les perspectives, le chant des oiseaux, vous accompagnent. Personnellement, je vois la marche dans la nature et en forêt comme une forme de méditation douce, ne nécessitant aucune technique. Une bonne paire de baskets, et voilà. Cet épisode se termine, nous avons vu ensemble que la phase 3 du cycle de l'absence n'était pas très agréable et qu'elle allait exiger de nous de savoir reprendre le contrôle. Je pense que c'était important d'aborder le stress, car le comprendre peut être utile dans la vie de tous les jours, même hors mission. Le dédiaboliser, c'est vraiment ce qui va vous permettre de l'accepter et de vous en servir. Après avoir appris à laisser passer une vague, on peut s'imaginer ce phare au milieu du tumulte, il est fort, il est grand, il est droit. Et en regardant ce phare au loin, on garde le cap et le menton hors de l'eau. Votre mission, c'est de rejoindre ce phare, et la bonne nouvelle, c'est que gérer votre stress, c'est encore mieux que de savoir nager. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à me faire un retour sur le site de la Réflexiothèque. Je vous retrouve très vite pour l'épisode 4 où nous parlerons organisation et de comment composer notre mission famille. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Ce podcast vous a été présenté par la Réflexiothèque. L'ensemble de mon podcast est protégé par le Code de la protection intellectuelle.